tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, ça va être une conférence qui va porter sur la gestion des projets d'intelligence artificielle en télétravail. Alors, c'est Yvan Ouellet qui va animer le webinaire. Alors, ce n'est pas la première fois que nous accueillons Yvan, donc il a déjà fait des conférences pour nous et c'est très, très apprécié, toujours. Alors, la particularité ici, c'est que cette fois-ci, on veut mettre l'accent sur les compétences professionnelles. Alors, c'est pas c'est pas donc une question de recherche seulement. Alors, je parle particulièrement pour les étudiants, c'est-à-dire une fois qu'on a terminé les études, maîtrise, doctorat, baccalauréat, ainsi de suite, alors on se dirige nécessairement vers un milieu de travail. Alors là, il y a de nouvelles règles qui s'imposent et ces règles, on ne les voit pas nécessairement lorsqu'on est sur les bancs à l'université. Alors c'est pour ça qu'il faut profiter de l'expérience de ceux qui évoluent dans ce milieu-là. Et Yvan, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans ce domaine. C'est quelqu'un qui a créé beaucoup de compagnies et donc c'est quelqu'un de très grande expérience et nous voulons profiter un peu de son expérience justement pour vous les étudiants, pour vous aider à avoir aussi une vision dans les compétences professionnelles. Alors donc, sans trop tarder, alors je vais lui laisser la parole pour qu'il nous fasse sa présentation et je suis sûr que ça va susciter énormément de questions. Alors, merci beaucoup, Yvan, d'avoir accepté. Et donc, la parole est à toi. Merci, Khalifa. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une session. En fait, moi, j'ai organisé le titre de la présentation comme la gestion du télétravail en IA. Donc, on parle vraiment d'une session je vais juste partager mon écran comme ça. Partager lui, c'est ça. Donc, ce qu'on dit, c'est... Hop, il faut que je puisse monter là. OK. Donc, ça va vraiment être beaucoup plus RH que ça va être intelligence artificielle dans un premier temps. Puis, écoutez, moi, je ne suis pas une personne d'RH. Moi, je suis vraiment un gestionnaire d'entreprise. Alors, je vais essayer de vous donner un aperçu, en fait, de comment on essaie de gérer. On n'est pas parfait, là. Des fois, écoutez, la vie, ça finit toujours par être ce qui arrive après qu'on a fait nos plans. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le plan qu'on a lorsqu'on approche, en fait, la gestion des ressources humaines dans des projets complexes, comme ce sur quoi on travaille présentement. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas, ça fait que je vais passer un petit bout de temps, en fait, à parler de ce qu'on fait en télédétection. On prend toutes les sources d'images numériques dans tous les formats, qui est vraiment en fonction du projet. Là, techniquement, Auroma ne fait pas de capture. Généralement, c'est le client qui fournit la donnée. Puis on prend tout, du radar, du lidar, de la stéroscopie, de l'hyper, du multispectral, de l'optique, à tous les niveaux. Ce qu'on fait, c'est on va définir un cube de données. Dans ce cube de données-là, on va aller chercher la signature spectrale de ce qu'on recherche après l'avoir étiqueté. On peut aussi travailler en mode temporel, là, où il va y avoir de multiples blocs spectraux qui vont se promener dans le temps là, pour voir soit évaluer le changement, la progression ou qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps. Dans les trucs qu'on fait, dans les projets qu'on a réalisés, utilisation du territoire, on a déjà présenté ce projet-là, en fait, je crois, dans le cadre de l'ACFAS. Les gens qui y étaient ont vu ce que ça a donné. Je vais vous montrer un petit peu, en fait, un peu plus tard, là, de quoi le résultat, qu'est-ce qu'on publie comme résultat sur un niveau. On fait aussi de l'inventaire forestier, directement en ligne, en fait, avec ce que le ministère MSSP, Fonds de forêt parc, leurs besoins. Là. Ils n'achèteront pas le produit qu'on a développé pour eux, mais nous, ça nous a donné une excellente... c'était un bel apprentissage, en fait, d'IA et d'essayer de gérer la végétation. C'est pas simple de gérer la végétation, là. Dans le sens où écoutez, ça change vraiment au fil du temps. On fait un autre projet sur lequel on travaille, c'est les milieux humides. Dans les milieux humides,
entre mai et octobre, il est passé à travers plusieurs phases. Tu peux l'avoir délimité lorsqu'il était son plus humide, là, mais il y a un bout de temps où ce que tu vas avoir délimité, en fait, va être à l'intérieur de la grande définition, en fait, du milieu humide. Sur le terrain, j'entends. Un projet hyper intéressant aussi qu'on a fait avec c'est un co-développement en fait avec Hydro-Québec sur la gestion de la végétation sur les réseaux électriques. Ça, c'est vraiment pour expliquer qu'on utilise vraiment tous les types de données qui sont disponibles. Dans ce cas-là, on utilise du leader module. Alors, une image 360 avec un nuage de points qu'on va coloriser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'image 360 pour étiqueter les espèces d'arbres. On va ramener tout ça dans le nuage de points. Lorsqu'on a le nuage de points, vous voyez en fait la légende boulot blanc, boulot jaune, à tous les niveaux. La raison pour laquelle Hydro nous demande d'aller chercher ces classes-là, c'est assez simple, c'est parce que chacun de ces arbres-là, en fait, ces 8 espèces-là causent plus de 90% des pannes chez Hydro-Québec, puis ils ne causent pas toutes de la même manière. Tout le monde a déjà vu le boulot qui va s'arrondir, en fait, avec du verglas ou de la neige mouillée. Le baumier, le sapin baumier, lui, il va casser entre le tiers inférieur et le tiers supérieur. Alors, lorsque tu as été en mesure de déterminer de quelle espèce il s'agit, tu ramènes tout ça dans le nuage de points. Avec un outil spécialisé de nos amis de GeoPlus, là, tu es capable d'aller sortir tous les accès du réseau. Donc, tu es capable de détecter tes fils. Une fois que tu sais où sont tes fils, tu es capable de définir des zones d'intrusion. Une fois que tu as des zones d'intrusion, à ce moment-là, tu es capable de déterminer la quantité, mais aussi le type d'intrusion qu'il y a sur ton réseau, qui permet vraiment à ce moment-là d'évaluer la vulnérabilité du réseau à différents points. Cet outil-là est utilisé de plus d'une manière. En fait, la première manière, c'est d'évaluer la quantité de travail à faire. La deuxième manière, c'est une fois que le travail d'émondage a été, émondage ou abattage a été effectué, tu peux repasser, faire un scan, voir faire de l'assurance qualité, voir si les travaux ont bien été faits. Tout ça, bien entendu, est fait par intelligence artificielle. L'autre projet sur lequel on travaille avec nos amis de Northstar, c'est l'agriculture de précision, la détection d'anomalies en champ. Là, je vais changer d'écran. Je vais aller ici. Donc, ça, c'est notre produit, en fait, de détection d'anomalies. Pour chacune des dates, en fait, toutes les fois qu'il passe un satellite, on va aller chercher des anomalies qui sont en rouge ici. Si j'enlève les anomalies, vous avez la biomasse. Sous la biomasse, vous avez l'humidité. S'il y a de la végétation, c'est l'humidité de la végétation. Si c'est du sol à nu, c'est l'humidité du sol. Et en dessous de tout ça, vous avez l'image RGB, l'image optique au moment de la capture. Alors, je remets la biomasse et l'anomalie. L'anomalie, la manière dont on la détecte, c'est, en fait, on pourrait le faire de manière statistique pour trouver les outliers. Nous, on utilise des algos d'intelligence artificielle. Puis la manière dont on la détecte, c'est assez simple. C'est, je crois qu'ici, j'ai du maïs, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, la culture, ça, c'est 20-20, bien entendu. La culture en 20-20, c'est du maïs. Bien, je vais aller voir. J'ai techniquement été en mesure d'identifier les cultures. Je suis capable de détecter des cultures directement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la même zone bioclimatique, et bien, je vais aller me trouver du maïs dans d'autres champs. Encore une fois, je suis capable de faire la statistique de ce qui est, c'est quoi la répartition là, de haut et bas en termes de biomasse dans le champ, mais je le fais avec un algo d'intelligence artificielle. Puis ce que ça donne, c'est ce genre d'anomalie-là. Si je vais dans le champ, puisque je vais me rapprocher un petit peu, enlever cette couche-là, plus confondable. Ben, si je vais voir ici, ben, je vais être capable d'aller voir que dans la capture du 22 septembre, on avait 0,63 hectares d'anomalie, qui est 2,4 du champ. Ça fonctionne super bien parce que
puis l'exemple que je peux donner, de tout ce qu'on a ramené, en fait, aux clients en termes d'anomalies, ils ont été en mesure de nous dire qu'est-ce qui s'était passé. Fait que ça, ici, on sait que dans ce champ-là, on parle de mauvaises herbes. On les voit croître, en fait, au fil du temps. Là. Si je recule dans le temps, si j'enlève le mois de septembre, si je recule au mois d'août, tu vois qu'il n'y en a à peu près pas. Si je retourne au mois de juillet, il n'y a rien du tout là, comme anomalie dans ce champ-là. Il est en ligne avec tous les autres champs de maïs dans le coin. Ça ici, c'est une. Puis là, on travaille en fait sur un petit bout de code qui va être en mesure de vous donner le plus ou le moins, si c'est au-dessus de la moyenne ou en bas de la moyenne. Ça ici, c'est une anomalie où ça pousse mieux dans le fossé qui est ici, qui a été rempli avec du sol végétal, du topsoil en anglais. L'anomalie qui est ici, en fait, c'est un dégarni. Le sol végétal qui était là s'est ramassé dans le fossé. Il y a plusieurs trucs. Puis, on fait vraiment notre business, c'est vraiment deux trucs. On fait la détection en télédétection, mais on fournit aussi l'outil de partage. Cet outil-là, en fait, on travaille avec nos collègues, en fait, de K2 Géospatial. Ça, c'est l'application GMAP. Donc, c'est une application web qui vous permet d'y avoir accès sur votre téléphone, sur votre tablette, mais qui vous permet aussi, à partir de la même tablette ou téléphone, d'aller dans le champ, de prendre une photo, dropper une pin, puis de partager l'information. C'est vraiment un repositoire. Je ne vais pas juste me débarrasser des sons dérangeants. C'est vraiment un repositoire où tu veux partager ta donnée. Par exemple, sur la ferme ici, le client nous avait dit, écoute, j'ai peut-être un problème de drainage. Penses-tu que tu peux intégrer dans ma donnée mon plan de drainage? Alors ça, c'est le plan de drainage qu'il nous a donné. C'est un plan PDF qu'on a formaté, qu'on a géoréférencé. Puis, ce que Jean-François, le client, recherchait à ce moment-là, c'était, écoute, la source de l'anomalie. Ça, c'est un tuyau bouché. C'est un tuyau de drainage qui est bouché ici. Qui fait que dans ce coin-là, c'est beaucoup plus humide. Alors, il est parti, il est allé, il s'est mis les pieds dans le champ, puis s'est rendu compte que, bon, il y avait effectivement un problème de drainage dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment un endroit où tu peux partager. En fait, tu peux stocker ta donnée de manière centrale et la partager. Un autre exemple, c'est pour l'utilisation du territoire. C'est le projet que je mentionnais tout à l'heure, où on est capable de détecter les milieux humides, les forêts. Si on s'approche, on devrait être en mesure de trouver des piscines. Si vous avez une piscine, ici, clairement, vous avez un bâtiment, puis c'est le même truc. C'est pas la dernière version de ce qu'on utilise. Là. Ce n'est pas tout à fait parfait, là, mais je vous dirais que ça fonctionne quand même très, très bien. La version courante, on a de meilleurs contours un peu. Là, puis pour les piscines, là, on est capable de détecter même les piscines qui ont été échappées versus celles qui sont bien entretenues à tous les niveaux. Alors, si je reviens, là, on va retomber plus en mode ressources humaines un peu. Donc, l'équipe chez nous, écoutez, on a de tout à peu près un peu partout. Donc, on a ingénieurs spécialisés en traitement de filiale, l'ingénieur corpo produit assurance qualité, c'est votre tout dévoué. Bachelier en géométrique, on devrait avoir une maîtrise en géométrique, deuxième cycle. On a des forestiers, on a des mathématiciens spécialistes en IA. On a une maîtrise en physique, en fait, qui est à Toronto, à cause de compétences spécifiques dont on va avoir besoin dans des projets qui viennent. Et comme vous voyez, on est vraiment un peu partout au Canada. Nous, on était en télétravail avant COVID. Alors, on a vraiment essayé de développer des manières de procéder là, qui nous permettent de collaborer de manière efficace à tous les niveaux. Puis on se rend compte qu'en termes de géographie, là, aller de Verdun à Ville-d'Anjou, ça prend à peu près le même temps que de partir d'Orford, où je me trouve, pour aller à Montréal. Nos points de rencontre, parce qu'on essaie quand même une fois, on va voir à quoi ça sert un peu plus tard, là. On essaie une fois par mois de ramasser toute la gang, ou minimalement les gens clés sur les projets qu'on doit avancer à un endroit. Donc, on a un bureau chez Magog Technopole à Magog, mais on a aussi un bureau au MILA à Montréal. Alors, en fonction de qui on a besoin, ben, on essaie de se rencontrer là. C'est beaucoup plus efficace de faire du whiteboarding
puis de penser tout haut quand tu es en groupe au même endroit que d'essayer de faire ça sur Zoom ou sur Teams. Je parle du procédé un petit peu. L'objectif, c'est pas de vous donner toutes les étapes de ce qu'on fait et comment on le fait. C'est juste de bien faire comprendre qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes, puis il y a beaucoup d'intervenants dans chacun des projets. L'image que je peux vous donner, c'est il y a quelqu'un qui veut faire un pont quelque part. Dans son équipe, il y a quelqu'un qui définit c'est quoi les matériaux. Puis dans l'équipe de matériaux, c'est un gars qui travaille au niveau moléculaire. C'est important pour le gars qui travaille au niveau moléculaire de bien comprendre que, écoute, la gestion des orbites, des électrons de valence sur ces molécules, sur ces atomes plutôt, est vraiment assujetti à la job du gars qui va bâtir le pont. Un truc qui arrive souvent, en fait, moi, en fait, s'il y a des équipes qui étaient là avant le télétravail, mais quand tu as des gens qui arrivent, en fait, puis qu'il y a des gens en télétravail, ben, des fois, ces gens n'ont pas le contexte. Ils ne savent pas où tu t'en vas. Je vais en parler un peu plus tard. En fait, je pourrais probablement en parler maintenant. Le boulot le boulot qu'on fait pour la détection d'anomalies de culture en champ. La finalité de ce projet-là est moins de détecter les anomalies de culture en champ que de déterminer quelles sont les couches hyperspectrales qui ont en fait, on fait un PCA sur ces couches-là pour l'analyse de composantes principales, pardon, pour essayer de déterminer, écoute, si je devais spécifier un capteur hyperspectral sur un satellite, dans le temps, quelles seraient les couches ou les indices, donc les couches qui sont requises pour calculer l'indice, dont j'aurais absolument besoin pour avoir un coût optimal de mon capteur. Donc, notre boulot, c'est vraiment de détecter les anomalies de culture en champ. La finalité de ce projet-là, ça va servir à définir c'est quoi la spécification du capteur qui va aller sur les satellites de NorthStar. En fait, ils ont annoncé, je pense, en début de semaine cette semaine, qui devrait lancer la première portion ou la première version, en fait, de la constellation au fil de la prochaine année. Fait que, si on regarde au niveau télétravail, ça a quoi les conséquences quand le COVID est arrivé? Tout d'un coup, du jour au lendemain, communiquer est devenu beaucoup moins simple. Les contacts sont très instantanés, dans le sens où je t'appelle, puis je ne connais pas ton contexte, là, mais quand tu embarques en ligne, écoute, tu t'es peut-être frappé le petit orteil sur la table en courant pour attraper, partir l'appel, ou tu viens de recevoir ton magnifique retour d'impôt, tu comprends que ton mode va être différent. Ceux qui ont des parents âgés, tu appelles tes parents âgés qui sont à distance, ben faut se rappeler des fois que c'est vraiment le moment où tu les as attrapés. C'est peut-être pas le meilleur moment, en fait, quand ils ont répondu. Puis c'est le même truc avec ton collègue ou avec ton patron. Il faut être conscient que quand tu appelles, il y a son contexte à lui que tu ne vois pas, que tu ne partages pas nécessairement tout le temps. Il y a un manque imminent de repères. Tout l'informel, tu te promènes dans le bureau, tu es capable de voir le langage corporel. Okay, c'est quoi la réaction, là, visage, corps? Tu le vois pas là, en Zoom ou en Teams. Là, la troisième fois qu'ils se croisent et se décroisent la patte, puis qu'ils finissent par se croiser les bras, là, tu ne vois pas nécessairement, surtout si la caméra est éteinte. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent en télétravail d'avoir un sentiment d'isolement, de travailler tout seul dans leur coin. Écoute, il faut essayer de dealer avec ça, de s'assurer que tout le monde peut appeler les gestionnaires ou les collègues n'importe quand. C'est très, très, très important. Aussi, les comportements en groupe, quand c'est sur Teams ou tu es sur Zoom, sont très, très, très différents de ce que tu as dans la salle de conférence ou quand tu fais un whiteboarding dans un auditorium ou un amphithéâtre. L'informel aussi, quand tu passes par Zoom, là, est moins présent. Puis en anglais, ils appellent ça du management by walking around. Tu lèves, tu pars, tu vas faire le tour du bureau, voir le niveau d'énergie. Y a-t-il des gens qui ont de la misère? Y a-t-il des gens qui s'embêtent? Y a-t-il des gens qui ne savent pas c'est quoi l'étape d'après? Donc, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup, comme gestionnaire, c'est beaucoup plus complexe de gérer le télétravail que de gérer ce qui se passe sur le plancher au bureau.
Au cadre de performance, écoutez, il y a des outils. Les outils, là, ce sont vraiment des outils. Tout le monde connaît l'histoire du gars qui avait monté un budget sur Excel pour sa compagnie, qui l'avait renvoyé au comptable, qui l'a partagé avec l'ingénieur pour que l'ingénieur rentre ses données dans le chiffrier. Puis en même temps que l'ingénieur fait ça, et le comptable et le propriétaire changent les données dans leur version, leur copie d'Excel sur leur machine, qui fait que, écoute, la demi-vie de la véracité de l'information sur ce fichier Excel-là ne dépasse pas quelques minutes. Qui fait que quand vient le temps d'avoir une image d'ensemble, écoute, il y a des beaux outils. Nous, on utilise moins Slack maintenant, plus Trello. Mais Trello, c'est le même truc. Là. Tu montes ton Trello pour le projet, tu t'assures que toutes tes tuiles sont bien placées. Mais il n'y a personne qui les met à jour en fonction des résultats que tu obtiens dans le temps. Écoute, 3 semaines plus tard, tu as perdu ton temps de faire le premier Trello là, parce qu'il faut le refaire, parce que les choses ont avancé. Puis, tu n'es plus à niveau. Là. Ça ne reflète plus vraiment l'état de la nation à ce moment-là. Donc, ce qui prime, c'est vraiment la discipline. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais? Moi, comme gestionnaire, je ne dirais pas que j'en ai rien à cirer, là, mais je dirais que c'est beaucoup moins important dans ma carte d'évaluation de ce qui se passe. Alors, on donne vraiment pleine latitude là-dessus là, aux gens à savoir quels outils ils veulent utiliser, tant qu'ils le font avec discipline, puis que si j'ai besoin d'une information, je suis capable d'y avoir accès rapidement de manière efficace. Aussi, au cœur de la performance, il y a tout ce qui est communication. Communication, j'y vais large parce que dans ce qu'on fait, on le sait tous, là, on peut parler mathématiques. Là. Tu comprends que c'est de décrire un procédé, si tu y vas en mode verbose, en prose, écoute, tu peux écrire plusieurs pages, alors que quelques équations mathématiques peuvent rapidement définir c'est quoi l'enjeu, c'est quoi l'ampleur de l'enjeu. Même truc pour le code de programmation. Là, au lieu d'essayer de te décrire ce que j'essaie de faire, si je t'envoie quelques lignes de code puis qui te disent, regarde, j'essaie de gérer ces variables d'état-là, puis ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus simple. L'anglais et le français, écoutez, d'être précis, d'être concis, puis d'être capable de bien s'exprimer, pour que ce soit clair. On va voir, là, en fait, il y a 2-3 trucs qu'on va essayer de jaser. La clarté du message est absolument essentielle. C'est important d'avoir tous les éléments de la discussion. En fait, ce volet-là de la communication ressemble beaucoup à un elevator pitch, où il y a une grande différence là, entre « Hey, passerais-tu prendre des enfants à la garderie? » Puis, écoute, j'ai une petite coquille avec un client, une petite urgence à régler. Si tu passais prendre des enfants à la garderie, je pourrais m'occuper du souper. Penses-tu que tu peux faire ça? Donc là, tu as vraiment donné le contexte à ta requête, tu as vraiment défini l'ensemble du requis, du besoin et du requis à tous les niveaux. Là. Ça, c'est hyper important. Il faut s'habituer à faire ça. Parce que, hey, passerais-tu prendre les enfants en garderie? Encore une fois, on va parler un petit peu plus loin. Là, en fonction du contexte, ça peut t'amener des drôles de réponses. Donc, c'est important, en fait, quand tu as ce genre de communication-là, de bien définir ou d'être conscient du profil de l'interlocuteur. Dans les profils, tu as les styles de communication. Puis là, écoutez, il y a là-dessus, là, il y a plein de consultants qui pourraient vous charger 3 000 pour une journée complète de formation là-dessus. Moi, j'y vais au niveau basé sur ces formations-là que j'ai eues dans le passé, mais aussi ce qu'on utilise au quotidien. Puis là, je vais vous demander, pensez-y, vous, personnellement, là, expressif, directif, analytique, amiable. L'expressif, c'est moi. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. C'est quelqu'un qui... pensez à un protocole de communication. Tu as 2 machines qui se parlent, là, puis essaye de déterminer de quoi on parle. Là. Je te conte mon histoire, tu me contes ton histoire. Qu'est-ce qu'il y a comme... c'est quoi l'aire commune, en fait, dont on peut discuter, sur laquelle on peut échanger. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, écoute, c'est correct, là, tu passes à un autre appel. Le directif, c'est simple, c'est lui, il veut des résultats.
Le directif, il va aller du point A au point B, il va t'expliquer où aller, comment t'y rendre, quel outil utiliser, de quelle manière. L'analytique, ben, on est tous un peu là-dedans. Il y a beaucoup de scientifiques qui le sont, d'avoir tout le détail au grand complet de comment ça fonctionne puis de qu'est-ce qui se passe. Puis l'amiable, en fait, l'amiable qui veut collaborer. Peu importe la tâche, peu importe les moyens, peu importe, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de former une molécule stable, efficace, de communiquer, mais surtout de travailler ensemble, qui est plus important que le reste. Il y a généralement deux modes. Chaque personne a un mode principal et un secondaire. Moi, mon mode principal, c'est d'être expressif. Si tu montes la sauce un peu, tu montes la température dans la cuisine un peu, là, écoute, je deviens rapidement directif. Ça, ce que ça veut dire, c'est, quand je suis en mode expressif, travailler avec des analytiques, d'échanger, ça va super bien. Même truc avec l'amiable. Sauf que tu montes la température dans la cuisine et tout d'un coup, moi, je deviens directif. Fait que là, l'analytique, moi, je suis en mode résultat, laisse faire. On fait ça comme ça. Dans l'analytique, s'il n'y a pas toute son analyse de complète, il va devenir très, très, très frustré très, très, très rapidement. Même chose pour l'amiable. L'amiable, il va dire, écoutez, qu'est-ce qu'il a mis dans ses cornflakes ce matin? C'est quoi son problème à ce moment-ci? Fait que c'est important, je vous invite en fait à y penser, c'est important de savoir t'es où. C'est quoi ton mode dominant, c'est quoi ton mode secondaire. Secondaire, généralement, c'est quand la tension monte, là, quand tout d'un coup, il y a un besoin urgent de livrer ou de performer, ben, c'est ça. Tu vas tomber dans ce mode-là. Donc, pensez-y pendant qu'on continue la conversation. Donc, le mode A et le mode B. Puis, rendez-vous service, votre patron, votre copain, le gars de la chaise à côté. C'est quoi son profil? Posez-vous la question. Si vous êtes en mesure, en fait, d'évaluer le style de communication de la personne à qui vous vous adressez, la qualité de la communication va tout d'un coup augmenter de manière significative à plusieurs niveaux. L'autre truc qui est important, c'est le niveau de compétence. Dans des équipes techniques, c'est capital. Puis là, je vous invite à regarder ça des deux côtés. Je vous invite à regarder ça à la fois comme patron ou collègue, mais aussi, si c'est vous l'employé, vos attentes devraient avoir l'air de quoi? Donc, c'est vraiment bidirectionnel. Là. Donc, c'est un petit nouveau, un débutant enthousiaste. Il y a un grand besoin de direction. Donc, il faut définir les objectifs, les échéanciers, les priorités. C'est essentiel de définir quels sont les rôles, les limites et les frontières. Je comprends que le petit nouveau qui ne connaît pas la politique du bureau va peut-être vouloir aller jouer dans la table du département d'à côté, qui va générer l'ire du patron de ce département-là. Puis bon, c'est contre-productif un petit peu. Donc, c'est vraiment important pour ces petits nouveaux-là de bien définir à la fois les rôles et les objectifs à tous les niveaux. Le nouvel apprenti, donc c'est le petit nouveau qui est moins nouveau un peu, qui a un peu plus d'expérience, il a besoin de coaching, il a besoin de se faire expliquer pourquoi, c'est quoi le cadre de ce qu'il va faire au bureau. Important de valider ce qui fonctionne, donc de revoir succès et échec, puis également de l'appuyer en s'assurant qu'il comprend bien quelles ressources sont disponibles, quels moyens sont disponibles, puis comment tu peux l'aider à tous les niveaux. Le compétent engagé, qui est able and cautious, qui est un bon niveau d'expertise, mais qui peut être un peu insécure à différents niveaux. Lui, il a juste besoin de support. Il a besoin d'une écoute active. Il a besoin que tu sois curieux. Donc, il va peut-être falloir poser plus de questions pour lui tirer les verres du nez, s'assurer que, comme gestionnaire ou comme collègue, que tu comprends bien il est où, puis où il s'en va. Si tu partages, en fait, tu peux lui expliquer par expérience en décrivant qu'est-ce que toi tu as vécu dans le temps, comment vous pouvez collaborer, puis qu'est-ce qui lui est utile, qu'il comprenne bien quelles ressources sont disponibles à différents niveaux. Et surtout, la job dans ce cas-là, à la fois comme collègue et comme patron, c'est surtout de collaborer à éliminer les obstacles pour s'assurer qu'il puisse continuer à avancer de manière efficace.
L'expert, ben, écoutez, l'expert, généralement, je résume ça simplement. Regarde, tu lui donnes une tâche, puis tu lui laisses patience à tous les niveaux. Il y a quand même des enjeux là qui sont importants. Faut que ce soit lui qui mène. En fait, s'il est vraiment expert, techniquement, il est capable de gérer son plan, ses objectifs, peu importe son mode de communication, il est capable de gérer ça comme un grand adulte et vacciné. 3 doses, même 4 doses des fois. Ton boulot, moins comme collègue, peut-être plus comme patron, c'est de valider le progrès, s'assurer la communication, donc d'être curieux, de poser des questions. Le danger de l'expert, c'est qu'il va finir par travailler en silo. Où l'information n'entrera plus et ne sortira plus parce qu'il fait son truc à vitesse grand V par en avant. Ça, en fait, en termes de gestion de compagnie, le danger, il est vraiment là pour l'expert. En fait, là, y avez-vous pensé, là, vous êtes où, vous, dans les niveaux de compétences, puis les styles de communication? On n'en discutera pas en public tantôt. S'il y en a qui veulent partager, écoutez, c'est parfait, là, mais pensez-y, c'est important. C'est ça, en fait, c'est le meilleur lubrifiant, en fait, de communication et de performance dans les équipes, à tous les niveaux. Donc, je réitère, pensez-y, vous, votre collègue, votre voisin, votre patron, vous êtes où là-dedans, non? C'est hyper important. Les impératifs de gestion. Donc, ce que nous, on fait, en fait, au quotidien du mieux qu'on peut. Donc, communiquer de manière explicite. Il faut vraiment que surtout en télétravail, c'est essentiel que le message soit complet. L'exemple que je donnais tantôt, là, peux-tu passer prendre des enfants parce que là, écoute, j'ai vraiment le coquille qui est dû à aider, puis si tu fais ça, ça va m'occuper du souper, puis il faut vraiment raconter l'histoire complète. Il faut éliminer le non-dit. OK? Il y a beaucoup de quiproquos qui arrivent parce que il y a des trucs qu'on a pris pour acquis, puis on ne l'a pas dit, puis la personne à qui tu parlais a pensé d'autres choses ou est partie dans une autre direction, puis donc, vraiment, la clarté dans la communication est absolument essentielle. Là, je reviens au langage qui est français, anglais, mathématiques, puis code de programmation. Faut vraiment que ce soit... Tu sais, c'est ça, quand tu envoies du code, là, si tu as 3 variables qui font sensiblement la même chose, qui ont des noms qui se ressemblent étrangement, là, c'est hyper facile de confondre quelqu'un à l'autre bout de la ligne, là, puis qui finissent par pas comprendre. Puis là, la frustration s'installe, puis là, tout d'un coup, la qualité de la communication se dégrade très rapidement. Encore une fois, la bonne définition du cadre. Je reviens à mon exemple là, de gars qui travaille sur la molécule, là, pour le gars qui travaille sur le matériau, pour le gars qui veut bâtir le pont. C'est vraiment essentiel que ce soit hyper clair pour ces gens-là, qui ne se sentent pas tout seuls et isolés, puis qui comprennent bien que à quel niveau, en fait, tu es parti de cet effort-là sur ce projet-là. C'est important aussi de valider le senti. Là, voici ce que je viens de te dire. Dis-moi ce que tu as entendu. As-tu bien compris ce que je t'ai dit? Si je te repose en entrevue, là, quand tu te fais poser la même question 3 fois de manière différente, là, ben, c'est ça qu'ils font. As-tu bien compris? Es-tu sûr là, que tu as bien saisi ce que j'essaie de faire ici? Là? Puis, c'est ça, confirmer les objectifs puis la finalité. La finalité dont je parlais tantôt, là, la finalité du projet d'agriculture de précision, c'est, oui, effectivement, de détecter les anomalies de culture en champ, mais c'est surtout d'aider notre client à définir c'est quoi la spécification de son capteur hyperspectral. Puis l'objectif, c'est de leur sauver, s'ils sont capables de couper dans les bandes, ben écoutez, ils vont peut-être sauver, ça va leur avoir coûté de l'argent de nous employer pour faire ça, mais techniquement, au fil du temps, ils vont peut-être sauver des centaines de milliers de dollars là, en capteurs pour la satellite. C'est aussi important, en fait, dans la communication, de bien partager la culture d'entreprise. Regarde, nous, Oil and Gas, écoute, par défaut, je dirais, on n'en fait pas. On n'a pas, il n'y a personne qui nous a offert de faire un projet en Oil and Gas ou en mine. Puis je vous dirais qu'on est assez
verbose là-dessus. Là, je pense que les gens le savent. Les intervenants qui pourraient nous proposer ce type de projet-là savent déjà là, que nous, écoutez, on est beaucoup plus en végétation, en environnement. Si on est capable d'aider à avoir de meilleures pratiques culturelles qui vont ménager l'environnement, écoute, Dame Nature, présentement, elle a vraiment besoin de tous les coups de pouce qu'on peut lui donner. Alors, ça, c'est partie de nos valeurs. On le partage avec les employés, mais on le partage aussi à l'externe, à tous les niveaux. Ce qu'on essaie de faire, en fait, au quotidien, c'est vraiment d'offrir, faut que les gens, nous, on a 5 projets qui roulent en parallèle présentement, avec les 8 personnes qui avaient sur la liste tantôt. C'est important de comprendre, quand tu appelles ton collègue, écoute, il est peut-être occupé ailleurs. Il pense peut-être moins plus en milieu humide, en fait, puis moins en agriculture présentement, donc, parce que c'est le projet qui te préoccupe présentement. Donc, ça te permet de définir le contexte quand tu appelles un collègue, de bien comprendre où il est, puis comment il va. Puis d'offrir une vue d'ensemble de tous les projets. Mais un truc, en fait, qui est important, qui est peut-être moins compatible avec ce qui est en haut de la liste, c'est centraliser la donnée, le résultat. Écoute, il faut il ne peut pas avoir 8 fichiers Excel avec 8 versions différentes du fichier Excel. Okay? Tout le code doit être au même endroit. L'avancement du projet doit être dans une application unique partagée par tous. De garder des trucs sur son ordi. Là. En fait, c'est correct là, de faire une portion du travail localement, mais tous les résultats doivent nécessairement aller au stockage central. Dans la culture d'entreprise aussi, je dois mentionner, nous, écoutez, on travaille à peu près pas avec Amazon. En fait, on travaille avec Amazon, c'est le client nous devant. On a des fournisseurs locaux. L'achat local chez nous, c'est important, c'est essentiel. Généralement, écoutez, on a toujours un aussi bon deal, sinon un meilleur deal avec des locaux qu'avec les gros. Mais donc, on centralise la donnée là, chez des fournisseurs locaux avec qui on travaille. Dans les bonnes pratiques au quotidien, écoutez, la discipline. Nous, on fait un scrum de projets à heure fixe, à caméra ouverte pour chacun des projets. On essaie d'en faire un par jour si c'est requis. Si c'est pas requis, on n'embête pas les gens. On skip une journée, 2 jours, 3 jours, du mieux qu'on peut. Il y a quand même une rencontre hebdo, plus corpo un petit peu, au niveau caméra ouverte, où faut que les gens comprennent sur quoi on travaille. L'état de la nation, la compagnie, c'est quoi? Là? Qui est occupé sur quoi? Y a-t-il des urgences? Y a-t-il des trucs qui se passent qui rendent des ressources non disponibles? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont développé des nouveaux outils? Là? On travaille sur des trucs là, qui vont avoir un impact sur tous ces projets-là. À partir du moment où ces nouveaux algos-là ou ces nouvelles méthodes-là sont développées, bien, écoutez, ça va avoir un impact partout. Donc, c'est important pour tout le monde de comprendre que ces outils-là s'en viennent puis qu'éventuellement, ils vont devoir les intégrer dans leur projet. L'autre truc, c'est dans ta discipline, là, pour chacune des personnes, moi, mes tâches dédiées, là, il y a des moments dans la journée où je mets Trello à jour. C'est ça que je fais. Je le fais généralement avant le premier appel du matin, tous les matins. Parce que si je skip un matin, je vais oublier des trucs, le Trello va glisser, puis je vais m'en mordre les doigts la semaine suivante ou quelques jours suivants. Quand tu fais tes courriels, les courriels, là, c'est important, mais c'est pas urgent. L'urgence de répondre à un courriel immédiatement, là, écoute, il y a des gens dans l'équipe, là, ils n'en font pas de courriel de 10h à midi, puis de 1h à 4h, là, ils n'en font pas de courriel. Envoie-leur pas un courriel, ils ne répondront pas. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas disponibles. Parce que non pas c'est une perte de temps, mais c'est pas efficace de faire du courriel de manière sporadique. C'est important pour les gens de comprendre aussi si tu es disponible ou si tu ne l'es pas. Écoutez, moi, tout le monde le sait, là, mercredi 4h, je ne suis plus là. Je vais être revenu à 7h30, là, mais les mercredis à 4h, tu peux appeler, tu peux texter, tu peux ce que tu veux, tu n'auras pas de réponse. Tu auras une réponse 7h30, 8h ce soir-là ou 9h le lendemain matin. Mais puis c'est important que tu intègres ça. Il y a des beaux outils. Là. Tu peux partager ton calendrier à tous les niveaux, là, mais dans l'informel, moi, mon 4 heures le mercredi, c'est informel. Il n'est pas à l'agenda, parce que je ne mets pas ça, c'est un truc personnel, je ne le mets pas à l'agenda, mais tout le monde le sait. L'autre truc, en fait, au quotidien, lève-toi puis marche.
faut rester actif. Tu ne peux pas être assis à ton bureau tout le temps. Alors que si tu étais au bureau, ben écoute, tu irais à la salle de bain, tu ferais peut-être un détour, aller voir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine, la machine à café. C'est important de maintenir ces bonnes, ce sont de saines habitudes que de se lever puis de marcher, puis d'aller voir ce qui se passe autour. Puis bon, dans les trucs de base, je n'ai pas besoin de le dire à personne, assurer l'ergonomie du poste de travail. Il ne faut pas qu'il y ait d'irritants si tu veux être productif. C'est vraiment, en fait, c'est très important à tous les niveaux. Les autres bonnes pratiques au quotidien, à plus haut niveau, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être en mesure en anglais, to be mindful, d'être en mesure de bien comprendre l'autre arrive d'où, qu'est-ce qui se passe autour, puis de bien évaluer, en fait, ton environnement à tous les niveaux, d'avoir conscience du moment. On en a parlé un petit peu tantôt. Tu as un seul point sur la courbe. Tu appelles ton collègue ou tu appelles ton patron, puis il est de mauvaise humeur ou il est de mauvais poil, puis tu lui demandes comment ça va, puis il te répond, ça va, qu'est-ce que tu veux? Il est comme ça, là, mais tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Puis tu peux poser la question, c'est-tu un bon moment? Tu veux que je te rappelle? Mais ce n'est vraiment un seul point sur la courbe. Tu n'as pas l'ensemble. Ça peut être un très, très, très bon gars qui vient d'avoir une mauvaise expérience, puis bon, il est un peu carré à ce moment-là, mais rappelle dans 2 heures. On l'a vu tantôt, ta capacité d'adapter ton discours et ton type de leadership en fonction de ce que tu essaies. Tu essaies d'amener un petit niveau, un niveau de compétence intéressant qui va t'aider à mieux livrer plus rapidement, de manière plus efficace. Bien, faut que tu t'adaptes à lui. Puis si tu es le petit nouveau qui écoute le discours, ben, faut que tu sois en mesure de dire si tu as un besoin de l'exprimer pour rester et devenir efficace à tous les niveaux. Un truc qu'on cherche chez nous, c'est on cherche des leaders. On cherche des gens qui sont vraiment capables de faire un pas en avant, de se lever la main puis de le dire clairement. Il y a quelque chose qui ne va pas, ben écoute, il faut le dire, il faut dealer avec. Puis généralement, ça se règle assez rapidement et assez simplement. Peu importe la nature ou le contexte de la requête. Puis ce qu'on essaie d'inculquer à tout le monde, c'est que c'est beaucoup plus payant d'être curieux que d'être furieux. Fait que si tu entends quelque chose qui te dérange ou si tu te fais dire quelque chose que tu n'aimes pas, ben, pose une question. Plutôt, en fait, c'est beaucoup plus payant de poser la question que comment, pourquoi, je comprends pas, tu peux-tu m'aider? Généralement, ça évite, en fait, de tomber dans un mode là, qui est assez contre-productif. Puis là, je parle d'écouter, c'est l'expressif qui vous parle. N'hésitez pas à penser tout haut. Puis moi, j'ai pas de problème à faire ça tout seul. La présentation ce matin, écoute, je l'ai faite devant le miroir dans la salle de bain. Deux petites séances de 10 minutes, faire le tour de mes slides, m'assurer que c'est ça, tout est cohérent puis que ça fait du sens, là, mais je n'hésite pas à prendre le téléphone puis appeler un collègue. Tu y vas sur Zoom, puis j'appelle ça penser tout haut, là, mais c'est l'équivalent de faire du whiteboarding. Par Zoom et par Teams, ça se fait relativement bien à 2. 3, 4, 5, écoute, c'est moins payant un peu, là, c'est beaucoup moins efficace. Mais écoute, tu appelles quelqu'un, salut, comment ça va? Écoute, il y a tel truc sur lequel je travaille, puis je ne suis pas sûr ou je ne le sais pas, puis qu'est-ce que tu en penses? Puis là, tu peux partir un dialogue, puis finir par arriver à une conclusion, en fait, à la résolution, en fait, ou minimalement, si tu n'as pas une résolution, tu as une piste pour aller de l'avant, puis essayer de résoudre ta petite coquille. Fait qu'écoutez, c'était l'ensemble de ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui sur la gestion de projets complexes en télétravail. C'est la manière dont on essaie d'opérer. Écoutez, on n'est pas, comme je le disais en début de présentation, on n'est pas parfait. Des fois, écoutez, la vie, c'est vraiment qui arrive. C'est vraiment ce qui arrive après que tu as fait tes plans. Là, puis, tu as une coquille, tu as une urgence, tu es peut-être moins disponible ou moins attentionné, mais c'est important, peu importe où tu te trouves dans l'organigramme, d'être capable d'arrêter, puis de prendre un peu de recul, puis d'évaluer s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, puis pourquoi. Puis, c'est pas absolu ce que je vous ai donné ce matin. Là.
Mais si vous êtes capable d'évaluer, écoute, c'est quoi le contexte? C'est quoi mon mode? C'est quoi son mode? Puis comment on peut, attendu, c'est différent, que ce soit le mode de communication ou au niveau de compétences, comment on peut arranger nos flûtes pour travailler ensemble de manière efficace? Ben, écoutez, tout le monde va en bénéficier. Vous, d'abord, parce que vous allez être de meilleure humeur, vous allez avoir une meilleure expérience au bureau, même si en télétravail. Puis la compagnie, en fait, devrait être en mesure de bénéficier. C'est l'ensemble de ma présentation. Questions, commentaires? Je vais arrêter de partager mon écran, là, ça fait que les gens qui voudront revenir, là, oups, bouge pas. Je vais me débarrasser de... Merci beaucoup, Yvan. Écoute, plaisir. C'était très intéressant. Ça change un peu du cadre habituel de nos petits midi maps, puis c'est assez rafraîchissant, je trouve. C'est bon. Merci. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Khalifa, je pense que toi, tu vas en avoir probablement quelques-unes. Certainement, mais je pense que ce serait bien si les étudiants peuvent s'exprimer, poser des questions. Je pense que ça les concerne en premier lieu. Oui, c'est ça. Puis écoutez, on a vu Yacine tantôt, là, puis Samuel, là, il y a des lieux routiers là-dedans. De toute façon, Yacine puis Samuel, je suis convaincu que vous avez déjà eu ce type de formation-là à différents niveaux. Là. Puis écoutez, c'est vraiment un crash course, là, parce que on fait ça, là, j'ai fait ça dans 30 minutes. Si on parle du volet RH, là, vous comprenez que vous pourriez passer des journées complètes. Le mode de communication, là, écoutez, nous, ça a été une journée et demie. Pour faire ton évaluation, pour comprendre qui t'es, puis après ça, tu trouvais un sujet, tu le définissais, tu essayais de voir comment arranger tes flûtes, puis après ça, il y a eu on a fait tout le groupe ensemble, revoir ça. Là. Donc, c'est des notions qui sont assez complexes. Oui. Mais moi, je me demandais si vous devez embaucher un étudiant, par exemple, qui vient de terminer au niveau du bac ou de la maîtrise, pour pouvoir travailler dans votre compagnie. Alors, sur le plan des compétences au niveau professionnel, c'est-à-dire au-delà des connaissances scientifiques, c'est quoi les aspects que vous regardez le plus, en fait? Écoute, ça prend quelqu'un qui est capable de communiquer là, à tous les niveaux. C'est d'abord ça. Donc, on regarde pour la communication, on regarde l'engagement. Il y a, je vous dirais qu'il y a une grande différence là, entre les gens. J'en discutais avec Nicolas un petit peu dans l'appel. Tu sais, les gens qui arrivent du programme coop, ils sont déjà allés en entreprise. Oui. Donc, tout le contexte, c'est quoi un patron, puis y a-t-il des guerres départementales? Si je fais ça, je peux-tu marcher sur les pieds des finances? Puis est-ce que je vais avoir un comeback là-dessus? Ces gens-là comprennent déjà l'ensemble de ça. Ça, c'est un gain net pour nous, parce qu'il n'y a pas d'intendance à faire là-dessus. L'étudiant arrive, sauf que l'étudiant qui n'a jamais fait de stage, qui n'est jamais allé en industrie, puis qui n'a jamais entendu parler de ce qu'on a discuté aujourd'hui, lui, là, il y a du chemin à faire. Là. Il y a un petit peu de hand-holding à faire. Là. Puis nous, en fait, toutes les embauches sont faites sur des cartes de pointage. J'ai une carte de pointage complète et détaillée qui embête sérieusement mon partenaire. Là. Mais regarde, moi, je remplis toutes les cartes de pointage, les 30 items. Là-dedans, tu as un volet compétences techniques. Tu as probablement, quand on sait ce que la personne va faire, c'est souvent moins que le tiers de la carte de pointage qui est sur les compétences techniques. Parce qu'on sait que si on engage une maîtrise en géométrie qui vient de l'Université de Sherbrooke, on en a engagé quelques-uns, on sait de quoi ils ont l'air, on sait de ce dont ils sont capables. Le problème n'est pas là, là. Moi, je veux savoir, écoute, si je te mets je te drop comme les militaires, là, je te drop dans le chaos, puis je veux savoir, es-tu capable d'opérer dans le chaos? C'est vraiment, c'est ce niveau-là qu'on essaie d'aller chercher. Ça passe par la communication. Tu es capable de communiquer de manière efficace? As-tu peur de t'exprimer? Tu comprends que si c'est un problème, tu ne me le dis pas, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Fait que je ne peux pas l'adresser. C'est ça.
Et puis, je sais, par exemple, que lorsqu'on est un étudiant, disons au niveau de la maîtrise, par exemple, ou au niveau du doctorat, alors souvent, on a un projet de recherche qui est assez précis, et puis on est orienté complètement vers ce projet de recherche qui, pour la plupart, des fois, n'a pas d'application directe, d'application opérationnelle. C'est vraiment pour des fins de recherche, pour essayer de mieux comprendre la science et développer des compétences. Mais un étudiant comme ça qui termine et qui débarque chez vous, donc vous êtes souvent sur des projets concrets avec des livrables à fournir au bout d'un certain temps. Alors, comment vous arrivez à concilier ou encore à former cet étudiant de sorte qu'il puisse être opérationnel à votre niveau? Écoute, en fait, il y a OK, si je retourne dans la présentation, le qualifiant, le premier niveau, c'est l'outil. Es-tu capable d'utiliser l'outil? OK, si j'ai un projet où tu fais du leader, tu n'as aucune compétence leader, tu n'en as jamais fait, ça ne t'intéresse pas, les chances sont que tu n'auras pas le poste. C'est ça. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau des compétences techniques, il y a des requis en fonction du projet sur lequel tu vas être assigné. Mais généralement, tu as un superviseur, tu as une personne dans l'équipe qui est le superviseur immédiat de cette personne-là, qui passe un peu à travers la grille qu'on a vue tantôt. Es-tu capable? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, regarde, la physicienne qu'on a engagée qui est à Toronto. Elle a utilisé du lidar en atmosphérique. Moi, je ne fais pas d'atmosphérique. OK? Est-ce qu'elle est capable d'utiliser les outils? Oui. Est-ce qu'elle est capable de gérer un projet complexe avec des intrants et des extrants qui appartiennent à d'autres personnes? Oui. C'est ça que je vais évaluer. Là. Puis elle est collée son superviseur immédiat, en fait, c'est le patron de ce projet-là. Puis eux autres, ils font un scrum par jour. Puis dans ce scrum par jour-là, puis ça va durer, bon, le temps que ça va durer, là, éventuellement, ça va, les rencontres vont s'espacer, mais dans chacun des scrums, ben, tu touches tous les volets. Est-ce que ça va? Tu comprends-tu ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des lacunes en termes de compétences ou peux-tu t'aider? C'est la liste, en fait, de ce que tu avais tout à l'heure, quand tu avais le petit niveau. C'est ça qu'on lui donne. C'est ça qu'on essaie de lui donner à tous les niveaux. Oui, puis en fait, à haut niveau qualifiant, là, même s'il n'a pas travaillé même si la thèse de maîtrise n'est pas dans le domaine sur lequel nous on travaille, si tu es capable d'utiliser l'outil puis de penser, écoute, tu as des bonnes chances. Très bien. Excellent. Peut-être que d'autres ont des questions. Je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Écoute, moi, je vais avoir une couple de questions à te poser le temps que d'autres se décident. Je serais curieux de savoir, tu sais, finalement, vous, le modèle de la compagnie, c'est décentralisé déjà de base, mettons, là. Vous êtes tous à distance. Puis c'était le cas avant le Covid. Oui. Pour la plupart des gens comme nous qui venions comme tous les jours au bureau, le télétravail, ça a été comme une nouveauté depuis le Covid, tu sais. Est-ce que il y a eu une différence quand même dans les modes de fonctionnement, bien que vous ayez déjà été en télétravail à l'avance, tu sais? En fait, oui. Dans le sens où les rencontres de groupe, en fait, il y a un bout de temps, les rencontres de groupe étaient impossibles. Nous, ce qu'on aime, on va au MILA. Au MILA, à l'Université de Montréal, écoute, ils ont des superbes amphithéâtres qui servent à faire du whiteboarding. Donc, d'asseoir les 6 personnes dans le cubicule avec le grand tableau. Tu as 2 murs complets qui sont un whiteboard sur lequel tu peux barbouiller, puis quelqu'un se lève, puis ça, en fait, ça nous manque encore d'être capable de faire ça avec toute la gang, puis d'avoir vraiment toutes les personnes autour de la table. L'autre aspect qui nous a ralenti un peu, c'est le client. Écoute, moi, je suis encore une fois en mode expressif. Là. Moi, il faut que je vois du monde, il faut que je discute, il faut que je parle aux gens. Puis, quand je ne parle pas assez aux clients ou que je ne les vois pas assez, je deviens compulsif. Puis, il faut que je sorte, que j'aille leur parler. Écoute, pendant COVID, là, je te dirais que je me suis ennuyé un peu dans mon sous-sol. Mais c'est ça la différence. Parce que, encore une fois, ici, on a parlé de la communication dans ton équipe, mais c'est le même truc avec le client. Là. OK, tu appelles le client, écoute, il est embêté. Tu regardes un des gars d'Hydro-Québec, là,
dans un 5,5 avec 2 jeunes enfants. Puis, donc, les 2 jeunes enfants, pas de garderie, pas d'école, donc les enfants sont là. Donc, ils sont 4 dans le 5,5 à essayer de gérer 2 jobs puis 2 enfants. Tu comprends que quand tu appelles, il faut être compréhensif. Il faut comprendre son contexte à lui là, à tous les niveaux. Fait que ça, c'est peut-être un cas extrême un peu, là, mais je dirais que la qualité de la communication avec les clients a été dégradée par COVID. Donc, on recommence un peu, on reprend la route, on peut aller les voir au bureau. Le fédéral, en fait, ont gardé toutes les règles. Fait que j'étais chez Affaires internationales cette semaine. Là, ça prend un masque, 2 mètres, il n'y a rien qui a changé. Là, quand tu passes la porte du gouvernement fédéral, il n'y a rien qui a changé. Alors, donc oui, en réponse à ta question, Nicolas, oui, il y a des choses qui ont changé, effectivement. Est-ce qu'on a Il n'y a pas de volontaire. Sinon, j'en aurais une autre petite, là. Ah, oui. Oui, Ramato, là y est. Bonjour. En fait, pour rebondir à la question de Nicolas, fait que je voulais savoir à quoi est-ce que ça ressemblerait une journée typique en télétravail chez vous. Écoute, je peux te parler de ma journée d'aujourd'hui. Écoutez, moi, je descends en bas. Donc, j'étais jeune en haut, je descends en bas. J'arrive en bas, il est entre 8h30 et 9h15. J'ai lu mon journal, j'ai lu mon café. En fait, je descends avec mon premier café. Parce qu'il y a 2 cafés dans la journée. Il y a le café avant le Scrum et le café après le Scrum. 9 heures le Scrum. Le Scrum sur le projet qui retarde un peu, ça dure, en fait, ça dépend. Si c'est moi qui fais le Scrum, ça dure 15 minutes. Ça dure exactement 15 minutes. Si c'est des ingénieurs qui font le Scrum, ben écoutez, là, ça dure n'importe quoi entre 30 et 60 minutes. Je les laisse aller à 60 minutes, mais généralement, à 60 minutes, je leur demande de raccrocher puis d'aller travailler un peu. Puis après ça, ben, il y a tous les appels. Là. Les appels de projet, les suivis. L'heure du lunch, moi, à l'heure du lunch, je suis en campagne, je sors marcher. Ça fait que entre midi et midi 30, je vais manger. Une fois que j'ai mangé, je charge à faire une marche 30 minutes. Je fais pas 10 000 pas dans ma journée, là, mais lève-toi et marche tantôt. Là. Moi, je fais ça tous les jours. Je le fais, j'ai la chance d'avoir la nature de l'autre côté de la porte. J'en profite. Après ça, appel, boulot. Généralement, entre 1h et 3h30, moi, j'éteins tout. Donc, pas de courriel, pas de téléphone. À moins que j'ai des appels de cédulaire avec des clients, moi, j'éteins tout. Donc, je ne fais que focaliser sur les gens de la journée. Je livre à tous les niveaux. À partir de 3h30, 4h, tous les appels de wrap-up de fin de journée. Puis, c'est ça. Puis, j'ai des appels, en fait, souvent jusqu'à 6-7 heures le soir. Moi. Que ce soit interne ou externe, là, mais écoutez, ça ressemble à ça. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a vraiment des plages dédiées. Le matin, là, ce que je disais tout à l'heure, que tu fais tes trados, tu mets tes documents à jour, tu t'assures que le code est au bon endroit, que c'est le matin, tous les matins. Je ne fais pas ça dans le milieu de l'après-midi. Je fais rarement ça dans le milieu de l'après-midi, à moins que ce soit pour un client. Là. Mais d'organiser mon travail, c'est d'avoir une cédule, puis de savoir que les gens le savent. Là, entre 1h et 3h30, là, je ne répondrai pas. Je suis là. S'il y a une urgence, je vais répondre. Mais par défaut, je ne répondrai pas. Merci. Et merci Romain. Est-ce qu'il y a une autre question pour Yvan? Moi, je me demandais, quand vous montez, vous répondez à des appels d'offres, des appels à projets, par exemple. Oui. Jusqu'à quel point les différents employés sont sollicités à ce niveau, ou bien ça reste entre vous, les dirigeants de la boîte? Comment vous fonctionnez? Tout le volet technique est géré par l'ensemble de l'équipe. OK. S'il y a des trucs, en fait, regarde, chez nous, c'est les 2 partenaires, là, Jacques et moi. Généralement, Jacques et moi, on va débroussailler, on va définir le cadre. Je reviens encore à mes slides de tout à l'heure. On définit clairement c'est quoi le cadre, qu'est-ce qu'on veut faire, de quelles compétences on dispose, puis on va aller chercher l'expertise. Les gens qui n'ont pas d'expertise à apporter au projet, on va les laisser tranquilles. Mais tous ceux qui ont à contribuer, même si c'est juste pour avoir du feedback. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que j'ai bien pensé? Est-ce que j'ai un problème puis je ne le sais pas? Parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas.
Alors, minimalement, de poser la question, on s'assure de rassembler tout le monde. Une fois qu'on a ça, puis généralement, écoute, c'est moi qui publie parce que les chiffres, je te dirais que les chiffres, le dollar, revenu, profit, ça reste à l'interne. C'est vraiment les partenaires qui s'en occupent, mais le cadre du projet est généralement discuté par l'ensemble des gens compétents dans le domaine. Très bien. Excellent. Écoute, moi, j'aurais peut-être une dernière petite question pour moi, là. Oui. Tu sais, là, le gros aspect RH de ta présentation, c'était beaucoup axé sur la communication, puis le savoir-faire communicationnel, etc. Est-ce que vous, chez Oroma, ou dans une autre compagnie que tu as pu diriger avant, par exemple, est-ce que tu as déjà eu des projets qui ont été mis en branle par des problèmes justement communicationnels, et puis vous n'avez pas été capable de livrer un produit à un client, par exemple, ou alors il y a eu tellement de retard que ça a été assez pénalisant pour vous, tu sais? Écoute, je ne peux ni confirmer ni infirmer que ça puisse avoir été. Mais regarde, oui, ça arrive. Des livrables compromis par des problèmes de communication, où tu passes une commande, la commande a été mal comprise, le gars te revient avec un truc qui te revient 2 semaines plus tard, là, avec un truc qui n'est absolument pas compatible avec ce que tu dois livrer. Ça, c'est en fait, si c'est un contrat, puis tu fais ça dans le cadre d'un contrat où tu as du temps un peu, ça se récupère. Là. Mais les problèmes de com, là, regarde, c'est standard. Là. Le problème, c'est quand tu as un appel d'offres avec le fédéral, en fait, on vient d'en finir un là, sur le carreau, en fait, du combustible de feu de forêt. Là. Ça s'est super bien passé. Parce que le forestier, les gens d'intelligence artificielle, tout le monde a contribué de manière efficace. Puis, parce que le cadre était bien défini, puis tout le monde savait qu'est-ce qu'il y avait à faire, c'était quoi la contribution. Mais c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ont mal compris c'était quoi la contribution. Sauf que là, tu comprends que tu dois livrer ton appel d'offres à une heure fixe, à une date fixe au gouvernement fédéral. 2 jours avant, il y a un gars qui a travaillé sur la mauvaise affaire pendant une semaine. Fait que là, il te reste une journée pour récupérer C'est ça. Fait que tu fais des compromis ou écoute, tu prends le travail, là, tu t'assures qu'il est bien compris, puis c'est ça. Sauf que ça arrive, mais il n'y a personne qui devrait travailler, je reviens encore à mes slides de tantôt, il n'y a personne qui devrait travailler, surtout en télétravail. Il n'y a personne qui devrait travailler en silo pendant une semaine sur un truc critique. Ça, c'est la job du gestionnaire de projet, s'assurer que ça n'arrive pas. Mais, Nicolas, ça arrive. C'est bon, merci. Ben écoute, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, je propose qu'on finisse cette petite séance et qu'on lève l'assemblée, effectivement. C'est excellent. Et que, ben, merci beaucoup, Yvan, pour nous avoir présenté tout ça et inculquer quelques notions de RH et de communication. C'était bien apprécié. Et puis, merci à tous d'avoir assisté, et on se reverra au prochain Minimap. C'est bien. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Yvan. OK, merci, bye. bonne fin de journée. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à un petit courriel. Ça va me faire super plaisir. Merci. C'est bien. Merci. Salut. Salut là.